serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté de la raison. Ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur. Pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Aujourd'hui, on accueille le séminaire de et Guattari sur le thème de l'impression de Nicolas Robert, qui est psychologue clinicien en psychiatrie en unité carcérale à la prison de Luynes, Aix, qui a fait une thèse donc, sur Semblant et simulacre chez Deleuze et Lacan, et qui va venir nous parler un peu de point d'accrochage entre des enjeux cliniques et philosophiques entre ces deux corpus. Il est aussi maître de conférences en psychologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille, et son intervention s'intitule, rappelle-moi. Là, j'ai noté catastrophe du discours et émergence iconique, mais je ne sais plus si c'est ce qu'on s'était dit. Très bien. Ok, bon. Je te laisse la parole. Très bien. Merci d'être là. Avec plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je vais, en fait, pour commencer cette intervention, j'ai pensé l'introduire par une petite historiole, presque un mythe, qui va nous servir de point d'appui et de point de départ pour la suite. Donc là, il est à peu près, oui, donc il est 17h37. Et petit à petit, là, certains d'entre nous, certains d'entre vous, vous allez commencer à vous dire peut-être que vous avez faim, que vous êtes fatigué. Vous allez vous raconter quelque chose, vous allez vous dire que vous êtes là pour telle ou telle raison, que vous êtes venu ici, en ce lieu, à cette heure-là, pour une raison qui vous appartient, parce qu'une idée vous a traversé. Et vous allez pouvoir vous dire, je suis ici, dans cette salle, dans cette université, dans cette ville. Et peut-être aussi donc, vous allez vous dire que votre ventre gargouille, que vous avez faim, ou encore que vos yeux vous piquent et que vous êtes fatigué. Et pouvoir dire cela, ça semble peut-être évident pour certains, naturel, mais en réalité, c'est une opération qui est extrêmement complexe. Et dire « je suis ici » suppose déjà quelque chose de très construit. Ça suppose un espace repéré, stable, identifiable, un lieu dans lequel vous pouvez vous situer, et cela suppose aussi un jeu, un moi qui croit en son identité, en son être là, dans cet espace. Et donc, dire « mon ventre gargouille et j'ai faim », c'est une opération tout aussi complexe. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que nous considérons que notre corps est une totalité, une unité, un ensemble cohérent dont les différentes parties, ici le ventre, peuvent être identifiées, nommées, localisées, mais ça implique aussi que ce ventre soit le nôtre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on va dire rapidement, une identité qui en serait propriétaire. Autrement dit, pour dire quelque chose d'aussi simple que mon ventre gargouille, il faut déjà supposer un corps unifié, une distinction entre les parties qui le constituent et leur articulation le faisant apparaître comme un, une identité capable de s'y rapporter et un rapport de propriété à ce corps. Or, si on regarde d'un peu plus près ce que nous appelons gargouillement du ventre, eh bien, ce gargouillement-là n'est pas donné comme tel. Ce que nous éprouvons, ce sont des sensations diffuses, des excitations, peut-être ce qu'on pourrait appeler des changements de régime de vitesse et de tension, des variations d'intensité, des fluctuations de différence. Et c'est à partir de là que nous opérons une série de découpages en corps imaginaire, de ces multiples excitations qui nous parcourent, de nominations, d'attributions pour dire « ceci est un gargouillement », il est dans un lieu donné de mon corps, un ventre qui est le mien et qui se situe par là, au milieu de mon corps, ce corps qui est le mien et donc j'ai faim. Cette opération, elle repose donc sur des constructions symboliques et imaginaires, des nouages entre images et nomination. Ces nouages pacifient le réel de l'expérience intensive et en même temps nous dénaturent et nous font perdre ce rapport immédiat, disons, avec l'expérience. Ce qui est en jeu là est ce que la psychanalyse repère comme castration et comme extraction d'un objet que Lacan nommera l'objet A, comme objet cause du désir, et vous le savez, qui est l'un des points d'achoppement essentiels entre la métapsychologie lacanienne et la pensée deleuzo-guattarienne à l'égard de la question du manque et du désir, et on pourra peut-être y revenir.
Si maintenant on fait un pas de côté et que nous nous imaginons un nourrisson au tout début de la vie, la situation est tout autre. Le nourrisson n'est pas face à la représentation d'un corps unique et imaginaire dont il serait le propriétaire, un corps qui lui livrerait des expériences identifiables et nommables comme la faim, la soif ou le sommeil. Il ne fait pas face à une scène organisée de cette manière. Il ne peut pas dire « j'ai faim », ni même « mon ventre ». Il n'y a pas encore de « mon », pas encore de « je », pas encore de corps constitué comme unité. Ce à quoi il est confronté, c'est tout autre chose. Et c'est là qu'il y a une historiole, un mythe. On peut se dire que ce à quoi il a affaire, ce sont des expériences multiples, hétérogènes, des intensités variées, sans unité, sans organisation, ni spatiale ni temporelle, des variations de différence, des montées, des chutes, des tensions, des disparitions. Non pas des objets clairement identifiés, mais des forces en mouvement. Plus encore, on pourrait dire qu'il est pris dans une expérience de devenir multiple, peut-être, je ne sais pas. Et dire qu'il est et qu'il est pris, c'est beaucoup dire. Il n'est pas ce quelque chose face à cette autre chose qu'il pourrait se représenter, mais peut-être qu'on pourrait dire qu'il devient ces transformations et ces traversées, sans que quelque chose vienne encore organiser l'ensemble. Expérience irreprésentable, innommable, que Lacan note d'un X dans certains mathèmes, ce X qui en mathématiques désigne une inconnue. Et cette expérience n'a rien d'évident ni de paisible. Elle est sans doute profondément angoissante. Mais il faut ici qu'on soit précis. Il ne s'agit même pas d'angoisse de mort, puisque cela supposerait déjà une représentation de la vie comme ce qui serait à perdre. Ce dont il s'agirait plutôt, ce serait, pour reprendre un terme de Donald Winnicott, une expérience d'annihilation, c'est-à-dire quelque chose qui se situe en deçà même de l'opposition entre vie et mort, une expérience brute, impersonnelle, irreprésentable. Malgré l'expérience terrible et qui plus tard, dans leur retour, deviendront catastrophiques, que peuvent constituer ces traversées d'intensité multiples, accompagnées des premières expériences corporelles entre l'enfance et l'autre, le grand autre, tout cela permettront au corps de prendre forme d'abord dans son morcellement, puis dans cette unité imaginaire. Le corps ne devient corps tel qu'il nous apparaît comme nôtre que dans sa rencontre avec le symbolique. Lacan le dit comme ça, dans Radiophonie, je vous le cite. « Je reviens d'abord au corps du symbolique qu'il faut entendre comme de nulles métaphores, à preuve que rien, lui, n'isole le corps à prendre au sens naïf, soit celui dont l'être qui s'en soutient ne sait pas que c'est le langage qui le lui décerne, au point qu'il n'y serait pas, faute d'en pouvoir parler. Le premier corps fait le second de s'y incorporer. D'où l'incorporel qui reste marqué le premier du temps d'après son incorporation. Rendons justice aux stoïciens d'avoir su de ce terme l'incorporel, signant quoi le symbolique tient au corps. » Fin de citation. Toujours aussi simple à lire et à entendre. En tout cas, ce que la psychanalyse, et notamment la psychanalyse lacanienne, notamment à travers ce qu'on appelle le stade du miroir et l'Oedipe et la castration, a tenté de penser, c'est précisément la manière dont, à partir de ce chaos, disons, d'intensité, se constitue progressivement une unité du corps, une image de soi, une identité, alors c'est toujours un gros mot en psychanalyse, une identité, mais bon, capable de dire « je ». Mais cette constitution ne concerne pas seulement le corps comme unité imaginaire. Elle engage aussi la formation du moi, et avec lui, une structuration fondamentale du dedans et du dehors, et plus généralement de l'espace. Autrement dit, ce processus permet progressivement de situer ce qui est en moi et ce qui est hors de moi. Ce qui est moi et non moi, c'est-à-dire de localiser des expériences et des objets dans un espace. Et là, ça renvoie plutôt chez Freud au mécanisme de jugement d'attribution et jugement d'existence. Pouvoir dire « je suis ici »,
suppose aussi cette distinction préalable entre un intérieur et un extérieur, entre un corps propre et un monde environnant peuplé d'objets. Et ce point est décisif. Ces expériences intensives, multiples, hétérogènes, ne peuvent devenir supportables qu'à la condition d'être prises, attrapées, dénaturées dans ces constructions symboliques et imaginaires. C'est ce travail de capture, de mise en forme qui permet de, disons, stabiliser l'expérience, de la rendre dissible, représentable, partageable, plus ou moins partageable, vivable, mais au prix de son entame. Et il en va de même pour la pensée. Pouvoir dire « ce sont mes pensées, je pense ceci, je suis en colère, je ressens telle émotion », relève d'une opération tout aussi complexe que celle qui consiste à dire « mon ventre ». Cela suppose que les pensées, les affects, c'est pas tout à fait la même chose du tout, les mouvements internes soient associés à des représentations et disons à un moi qui en serait là encore le support et le propriétaire. Cette question n'est pas seulement théorique pour moi ou pour les psys, elle est réintroduite de manière clinique et de manière assez forte par certaines expériences psychotiques notamment, dans lesquelles des sujets peuvent vivre leurs pensées comme étrangères à eux-mêmes, les éprouver comme imposées, non appropriables et peu appropriées. Et cela, quand ces pensées ne sont pas vécues comme pure expérience intensive, comme pure excitation, c'est-à-dire même plus comme pensée, mais comme pure fluctuation d'intensité, comme douleur irreprésentable. Et là, je crois vraiment qu'il faut revenir, notamment quand on n'a pas de clinique, au texte de Antonin Artaud, qui partage, enfin, il y a ces lettres qu'il partage avec Jacques Rivière, où il parle en fait de la douleur qu'il vit dans sa pensée. Mais on peut aussi penser, enfin, il y a des patients aussi qui le racontent très bien et qui disent qu'ils éprouvent, qu'ils vivent des douleurs de la pensée de la même manière qu'on peut avoir une douleur de dents. Et ils disent bien que c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'une douleur de dents. Et bien de la même manière, expliquer ce que c'est qu'une douleur de la pensée, c'est extrêmement compliqué. Autrement dit, ce que nous tenons pour évident, le fait que nos pensées soient à nous, que nos affects soient les nôtres, que notre corps soit notre corps, repose sur une série de nouages qui articulent langage, image, registre imaginaire et symbolique, et qui nous éloignent de l'expérience comme telle. Alors à partir de là, la question qui va nous occuper peut être formulée de cette manière. Comment dire, comment nommer, comment témoigner de moments où, d'une certaine manière, cette organisation vacille? Comment rendre compte d'expériences où ce qui se donne ne relève plus immédiatement de ce découpage stabilisé, du corps unifié, de l'identité? Alors, la définition que donne Lacan de l'identité, c'est la cristallisation des identifications, hein, mais semble relever à nouveau d'intensité, de force, de variation qui échappent au moins partiellement à ces formes. Autrement dit, que se passe-t-il lorsque le langage ne parvient plus tout à fait à organiser l'expérience, notamment sous la forme d'un récit ou encore d'une unité, d'une identité? Comment ce langage peut-il témoigner de cette expérience limite où lui et l'image, le symbolique et l'imaginaire ne suffisent plus? Pierre Klossowski, dans ses feuillets inédits, écrit, je le cite, « Rendre compte de la pensée en tant que fluctuation d'intensité revient à décrire la vie dans cette incommunicabilité foncière. » Une citation. Alors, comment écrire, comment se représenter l'expérience de l'intensif ou du devenir multiple? Mais surtout, comment l'entendre, puisque moi, en tant que clinicien, c'est ça qui m'intéresse. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce que je souhaiterais aborder, ce sont des expériences que j'ai pu vivre avec certains patients de ce que j'appelle des mutations dans la nature du récit, c'est-à-dire des moments où le discours ne fonctionne plus comme narration, comme témoignage de moments d'histoire, mais comme autre chose, comme description d'un instant d'expérience. Autrement dit, le passage d'un régime narratif à un régime scénique. Ce que j'interroge, c'est l'expérience que j'ai pu faire à quelques reprises d'entendre un patient
passer d'un récit, que donc je qualifie de narratif, avec ses personnages, son histoire, sa temporalité monochronologique, à l'exposé d'une scène visuelle, se concentrant sur la description des formes et des couleurs, où le temps semble s'être suspendu, parfois discrètement, sur le mouvement ou le geste d'un des protagonistes de la représentation scénique ou picturale. Alors là, je pense par exemple à deux patients. Un patient que j'ai rencontré, à l'époque j'étais stagiaire encore dans un foyer, et c'est un jeune, à l'époque je crois qu'on disait encore MNA, un jeune mineur non accompagné, on disait MIE, mineur isolé étranger, maintenant on parle de MNA, qui me racontait en fait le parcours migratoire qu'il avait fait et son histoire un peu. Et à un moment, il me raconte le moment de la traversée en Zodiac. Et il me raconte combien ils sont, comment ça s'est passé, l'argent. Il raconte l'histoire en fait de son passage. Et au bout d'un moment, il arrête de raconter, il se met à décrire qu'il fait noir, qu'il se souvienne de la texture du zodiaque, qu'il se souvienne de l'odeur, il commence à décrire les gens qui sont dans le bateau. Et surtout, il me raconte qu'en face de lui, un des migrants a les yeux qui se ferment, mais qu'à ce moment-là, il ne sait pas s'il s'endort ou s'il meurt. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Et j'ai un autre patient, je fais un peu plus court, qui un jour entend sa mère qui fait des bruits bizarres et il va voir et en fait sa mère est en train de basculer parce qu'elle a pris des cachets et est en train de chuter et quand il arrive, elle tombe et pareil, là il me raconte la scène, il me raconte la position du corps de sa mère sur le sol, il me raconte le visage de sa mère qui est un peu déformé, etc. Et il dit, tout à coup, elle a eu un spasme et je ne savais pas si elle riait ou si elle pleurait. Et donc, dans ces deux scènes, vous voyez que, enfin, donc ces deux scènes, les deux patients dont je parle, ils racontent une histoire, puis tout à coup, il y a une scène qui surgit où il y a beaucoup de descriptions qui arrivent et il y a comme un point d'hésitation sur est-ce qu'il dort ou est-ce qu'il meurt, est-ce qu'elle rit ou est-ce qu'elle pleure. Le surgissement de l'expérience ou de l'événement peut-être dans le récit nous confronte, je crois, à une transformation singulière du discours. Celui-ci ne disparaît pas, mais se défait comme narration. Ce qui se donne alors n'est plus un récit articulé, organisé selon donc une temporalité reconnaissable, linéaire, mais se propose comme une suite de fragments descriptifs, souvent constellés d'éléments sensoriels, visuels, corporels. Le patient, l'analysant, ne raconte plus ce qui lui est arrivé, il expose une scène. Bon, il expose une scène. Et il me semble qu'il faut faire attention au moins à deux éléments là-dedans. Le premier, c'est le passage donc, du registre narratif au registre iconique, c'est-à-dire le surgissement de l'image, d'une part, mais aussi un changement peut-être plus subtil, celui du changement de temporalité, d'autre part. Cette scène qu'il raconte ne se déploie pas dans le temps organisé de l'histoire, ce temps de la mesure, ce temps réglé du récit, mais semble soumis à un autre temps, celui où tout semble suspendu à un instant. Non pas tant parce que la scène serait figée, mais bien plutôt parce qu'elle semble se désinscrire de la succession temporelle du récit, un peu à la manière d'un rush de cinéma. Pour le dire autrement, cet instant n'est pas tout à fait atemporel, mais plutôt comme hors du temps du récit, c'est-à-dire désarrimé de lui. Ce que j'entendais dans les associations de ces patients, et à certains et rares moments seulement de leur suivi, c'était comme l'évincement soudain, la mise en échec peut-être de la narration d'une histoire qui, malgré parfois ses incohérences, ses approximations, ses logiques étranges, disposait jusqu'alors de leurs personnages, de leurs liens, de leur connivence, de leur opposition par exemple, et de son déroulement monochronologique. Alors là, il me faut un peu préciser ce point. Ce que je nomme en fait temps monochronologique, qui m'a été soufflé par mes lectures de Deleuze et Guattari, qui m'ont invité, j'aime bien dire que ce sont eux qui m'invitent, qui m'ont invité à me soucier de la manifestation du temps dans les discours, disons, des patients, et à revenir sur la théorisation de la temporalité psychique.
Alors, concernant ce que je disais, ce que je nomme le temps monochronologique me permet de souligner que le temps du récit me semble se spécifier d'être toujours uni ou monodirectionnel. Effectivement, la narration peut se projeter dans l'avenir, revenir dans le passé ou faire des allers-retours, mais à y regarder de près, ce temps du récit ne va jamais dans deux sens à la fois. Comme le précise Gilles Deleuze dans sa 23e série de la logique du sens, il est possible d'envisager que le seul temps en jeu ici est alors un présent, dont le passé et le futur ne se présentent que comme des points de vue sur celui-ci. Alors je vous cite Logique du sens, il écrit « D'après Chronos, seul le présent existe dans le temps. Passé, présent, futur ne sont pas trois dimensions du temps. Seul le présent remplit le temps, le passé et le futur sont deux dimensions relatives au présent dans le temps. C'est dire que ce qui est futur ou passé par rapport à un certain présent, d'une certaine étendue ou durée, fait partie d'un présent plus vaste, d'une plus grande étendue ou durée. Il y a toujours un plus vaste présent qui résorbe le passé et le futur. La relativité du passé et du futur par rapport au présent entraîne donc une relativité des présents eux-mêmes, les uns par rapport aux autres. » Fin de citation. Ce que je nomme donc ici temps monochronologique du récit pourrait peut-être alors être rapproché de ce que Gilles Deleuze désigne là comme le temps de Chronos, un temps où seul le présent existe, mais un présent suffisamment étendu, épais, pour intégrer en lui le passé et le futur. Le récit s'inscrit dans ce régime temporel, il ordonne les événements selon une continuité, même lorsqu'il procède par retour ou anticipation. Il ne rompt jamais avec l'unité du temps, mais en redistribue simplement les positions. Pour le dire autrement, le régime narratif serait soumis ainsi à ce temps spécifique, ce temps ordonné, mesurable et mesuré, temps de la mémoire et du souvenir, qui constitue puis fixe les formes, les figures et les subjectivités. Alors ce temps, il serait à distinguer, si je suis les auteurs, de l'aïon, temps des forces et des vitesses, de l'événement, du devenir et des essayités. Dans ce temps-là, l'instant pourrait aller quant à lui dans deux sens à la fois. Gilles Deleuze écrit à son propos, donc toujours dans la logique du sens, « D'après l'aïon, seul le passé et le futur insistent ou subdivisent dans le temps. Au lieu d'un présent qui résorbe le passé et le futur, un futur et un passé qui divisent à chaque instant le présent, qui le subdivisent à l'infini en passé et futur, dans les deux sens à la fois. Ou plutôt, c'est l'instant sans épaisseur et sans extension qui subdivise chaque présent en passé et futur, au lieu de présents vastes et épais qui comprennent les uns par rapport aux autres, le futur et le passé. » Fin de citation. Autrement dit, il ne s'agit plus d'un temps qui organise à partir d'un présent capable d'ordonner et d'organiser, de contenir. Les psychologues aiment beaucoup ce mot, contenir. Dans un tel régime, le temps ne soutient plus la continuité d'un récit, ni la mise en série de moments articulés. Il introduit une forme de disjonction interne. C'est peut-être à cet endroit précis que certaines séquences cliniques que j'évoquais trouvent un point d'éclairage. Ce qui s'y donne ne relèverait plus d'un temps narratif ordonné selon cette succession temporelle, mais d'une scène qui insiste comme instant de la déliaison du temps du récit, de ce présent épais qui ne fait plus histoire. Ce qui surgit, c'est un autre présent, celui de l'événement, avec ses forces, ses vitesses, ses intensités. Deleuze et Guattari, dans Mille plateaux, écrivent « Et ce n'est pas le même plan de consistance ou de composition des essayités dans un cas qui ne connaît que des vitesses et des affects. Tout autre, plan des formes, des substances et des sujets dans l'autre cas. Et ce n'est pas le même temps, la même temporalité. Aion, qui est le temps indéfini de l'événement, la ligne flottante qui ne connaît que les vitesses et ne cesse à la fois de diviser ce qui arrive en un déjà là, un pas encore là, un trop tard et un trop tôt simultané, un quelque chose à la fois qui va se passer et vient de passer, et Chronos, au contraire, le temps de la mesure qui fixe les choses et les personnes,
développe une forme et détermine un sujet. Bon, là, à mon avis, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire parce que ce mot de sujet ici, à mon avis, il n'est pas du tout à entendre comme le sujet de l'inconscient chez Lacan. Mais moi, depuis que j'ai lu ces questions-là, ça me fait me poser une question, c'est que je trouve que ça nous oblige à penser le temps du sujet de l'inconscient chez Lacan. Il y a un truc là qui, moi, me travaille. Quoi qu'il en soit, ce récit disposant donc de ses personnages, de ses rebondissements et de sa temporalité, se verrait supplanté par l'évocation d'une scène, au mouvement parfois suspendu, une image arrêtée, mais dans cet arrêt particulier qui est l'instant de bifurcation, l'instant d'un devenir où la sensorialité et les vitesses surgissent. Alors, je souhaiterais évoquer là avec vous un moment clinique qui me donne à penser ces affaires-là. Quand je travaillais à Paris, j'ai travaillé pendant un petit moment en rue auprès des jeunes en errance. Et on allait en rue avec des éducateurs, une assistante sociale, voir les jeunes. Et en faisant ce travail-là, j'ai rencontré un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était toujours en groupe, mais toujours un peu à côté par rapport aux autres jeunes avec qui il était. Un jeune homme très abîmé par l'alcool et qui vivait principalement dans la rue, alors qu'il pouvait, disons, factuellement, d'un point de vue psychanalytique, ça ne nous intéresse pas trop, mais enfin, quand même, notons-le, il pouvait factuellement retourner vivre s'il le décidait ou s'il le pouvait chez ses parents. Et petit à petit, à force de notre présence en rue, de nos rencontres, ce jeune et moi, on a commencé à partager des espaces de temps et de rue, puisqu'en fait, quand j'arrivais vers le groupe, il se détachait de ce groupe, et dans sa marche, il me récupérait, et il se mettait à me raconter une histoire. Et inlassablement, il va, pendant des semaines et des semaines, me raconter systématiquement la même histoire. Alors cette histoire, c'est quoi? Pour faire simple et pas trop en dire non plus, c'est qu'avant d'être à la rue, il a été dealer pendant un petit moment. Et un jour, pendant une pause de deal, il se met à jouer aux cartes avec ses amis, et notamment son meilleur ami. Et puis son meilleur ami se lève, part, enfin, récupère ses affaires et s'en va. Lui, il continue à jouer aux cartes. Et puis tout à coup, son meilleur ami revient et le poignarde dans le dos. Ce jeune s'enfuit, part en courant. Et dans sa course, il reçoit un deuxième coup de couteau, puis un troisième, et il va recevoir comme ça plusieurs coups de couteau. Et donc, c'est cette histoire-là qu'il va me raconter encore et encore à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il me verra, presque à chaque fois qu'il me verra arriver en rue. Et il me raconte la trahison, l'agression, la peur, que c'est un ami, qu'il ne comprend pas. Bon. À chacune de nos rencontres, il refait l'histoire et la même histoire. Il insiste sur cette histoire de tentative de meurtre. Un jour, je suis dans ce qu'on appelle le local d'appui, c'est un local qu'on avait sur le territoire, et ce jeune arrive dans le local et s'installe dans le... Bon, il passe quelques minutes avec les autres, il s'installe dans mon bureau au bout d'un moment, et il se remet à me raconter cette histoire. Mais au moment où il me raconte cette histoire, il prend une feuille, et en me re-racontant cette histoire pour la énième fois, il se met à tracer. Il trace par un trait, puis par plusieurs traits, les mouvements de sa fuite. Et de part et d'autre de cette ligne de fuite, il va faire surgir un immeuble, et plus loin, une place, puis un parking, puis un terrain vague, puis un hôpital. Autrement dit, en même temps qu'il traçait ses déplacements, ses fuites, les structures de la ville et de la cité émergeaient, et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'a pas dessiné les bâtiments, les rues et les places, puis entre ces espaces tracé sa fuite, mais l'inverse. Alors, comme a pu le pointer Francesco Carreri, qui est un urbaniste italien et lecteur de Deleuze et Guattari, le déplacement qui s'effectuait, dont il témoignait, n'allait pas d'un lieu à un autre, de l'immeuble au parking, du parking au terrain vague, mais c'est bien l'expérience de la fuite, c'est-à-dire le déplacement qui faisait surgir les éléments de la ville. Francesco Carreri, en fait, ce qu'il dit dans son ouvrage La marche comme pratique esthétique, c'est qu'on ne se déplace pas d'un lieu à l'autre, mais c'est le déplacement qui constitue les lieux. Autrement dit donc, ce jeune que j'ai appelé là Yann Marie, pas son nom bien évidemment, autrement dit donc,
Il ne se déplaçait pas, comme je le disais, d'un lieu vers un autre, mais c'est ce déplacement qui faisait surgir les lieux comme portions découpées de l'espace. Mais pas seulement. En traçant sa fuite, il raconte aussi les coups de couteau. Et en même temps qu'il raconte les coups de couteau, il va dessiner en haut à gauche de la feuille un bonhomme bâton très, très simple, et en haut à gauche de la feuille donc, et il marque sur le corps du bonhomme bâton qu'il a dessiné les impacts de la lame. Et là où la marque se fait, là où il trace la marque, apparaît autour de la marque le poumon, le foie, le cœur. Pour le dire autrement, la rencontre du couteau avec le corps, ou pour le dire en des termes, alors là, ce n'est pas mon domaine, mais peut-être plus stoïcien ou deleuzo-stoïcien, je ne sais pas, la rencontre du corps-couteau et celle du corps-chair fait surgir l'organe cœur, l'organe poumon, l'organe ventre. De la même manière, sur cette carte, le corps jeune homme blessé, courant dans le corps ville, dans le corps cité, fait surgir le corps rue, le corps terrain vague, le corps hôpital. Et ce qu'il faut observer, en tout cas c'est mon hypothèse, c'est qu'il ne faisait pas un plan dans un espace euclidien, c'est-à-dire un espace permettant de définir des distances, des angles, des positions invariantes, qui se caractérisent par l'homogénéité des espaces, par la localisabilité des points et la stabilité des distinctions spatiales, notamment entre intérieur et extérieur. Mais autre chose, pour le dire autrement, ce que ce moment clinique nous oblige à penser, je crois, ce n'est pas simplement un moment traumatique répété, mais un rapport singulier à l'espace lui-même, à l'identité de cet espace et du corps qui le traverse, et une transformation de la nature du récit. Car ce que Yann-Marie ne fait manifestement pas à ce moment-là, c'est se représenter son histoire dans un espace déjà constitué, homogène, euclidien, où les lieux seraient donnés d'avance et où le corps serait un volume stable, traversant des positions repérables et préalables. Il ne passe pas d'un point à un autre dans un espace préétabli. Ce sont au contraire le déplacement, la fuite et les impacts, c'est-à-dire les coupures, qui font surgir les lieux et les organes. Par ailleurs, il cesse de raconter l'histoire avec ses personnages, il ne me parle plus de son meilleur ami, il ne me parle plus de ça, mais il me dit plutôt qu'il sent le sang couler, qu'il se souvient qu'il a peur, qu'il a chaud, et je crois en fait que ce dont il témoigne, c'est d'un événement fait de force, de mouvement, puisqu'il parle de ses traversées, de ces moments où il s'essouffle, où il ralentit, puis où il accélère, de ses fuites, de transformation et de surgissement. En fait, je fais l'hypothèse que ce déplacement du récit de la narration de l'histoire à ce que je nomme parfois le surgissement de la dimension iconique ne peut être réduit dans une approche déficitaire à une simple difficulté d'expression ou à la question du manque et de la suppléance. Il engage une transformation plus radicale du rapport au langage lui-même. La catastrophe, disons, n'est pas d'abord l'événement vécu, mais l'atteinte du régime discursif qui en rend compte. En ce sens, la catastrophe est d'abord une catastrophe du discours. Cette hypothèse, elle peut être éclairée à partir de l'enseignement de Jacques Lacan, pour qui le discours ne se réduit pas à un ensemble d'énoncés, mais constitue le lien social. Lors de son 20e séminaire, Lacan précise à son auditoire, je le cite, « Changement de discours, ça bouge, ça voue, ça noue, ça se traverse. Personne n'accuse le coup. J'ai beau dire que cette notion de discours est à prendre comme lien social fondé sur le langage et semble donc n'être pas sans rapport avec ce qui, dans la linguistique, se spécifie comme grammaire, rien ne semble s'en modifier. » Fin de citation. Le discours organise une position dans le langage, distribue des places, institue une adresse. Lorsque ce cadre vacille, ce n'est pas seulement la parole qui est affectée, mais la possibilité même d'un rapport médiatisé au monde et à l'autre. Et je trouve que le cas Schreber de Freud, mais Vendredi ou les lames du Pacifique de Michel Tournier et que commande Deleuze, eh bien dans ces textes-là, c'est bien de ça dont il est question, c'est-à-dire d'une catastrophe du lien social, c'est-à-dire de discours.
Dans cette perspective, le passage du récit à la description prend une valeur notable. Le récit suppose une temporalité orientée, une articulation causale, une position de sujet qui ordonne, organise, pacifie les événements et jugule les intensités et les différences. La description, quant à elle, suspend de manière spécifique la temporalité, juxtapose les éléments, expose sans organiser selon une linéarité chronologique. Elle ne produit pas une histoire, mais une surface d'exposition. Là où le récit articule, la description accumule. L'observation et l'analyse de ce passage d'un dispositif narratif ou discursif à un dispositif visuel ou scénique peuvent paraître très étrangers aux psychanalystes quand on leur en parle, bien qu'en fait on trouve chez Freud, je vais pas en parler là, mais en fait dans le célèbre oubli du nom Signorelli de Freud, ce qui est très intéressant de voir, c'est que Freud oublie un nom et ce qui surgit à la place, c'est précisément une image. Donc il y a des choses chez Freud autour de ces questions-là. Donc c'est toujours pour les psychanalystes assez étranger parfois en tout cas d'évoquer ces choses-là, mais pas pour les personnes qui étudient la littérature. Dans son ouvrage La scène de roman et méthode d'analyse, Stéphane Lochkin, qui est critique littéraire et professeur de littérature à Aix-Marseille, il met en évidence que la scène est hétérogène à la narration. Ne répondant pas à la logique discursive du récit, la scène se distingue par la rupture qu'elle provoque dans la narration en faisant advenir une dimension iconique ou visuelle. Quand cela se produit, le texte semble inopinément se faire image en faisant surgir au milieu du récit ce que l'on pourrait considérer comme une photographie ou un tableau. En ce sens, Stéphane Lochkin remarque que, je le cite, « Le texte se déploie hors de sa nature matérielle, voire contre elle, pour tenir lieu de ce qu'il n'est pas, une image, un tableau, l'écriture fait tableau. » Fin de citation. Alors, on a une chance pour le chercheur et clinicien que je suis et qui s'intéresse à ce phénomène, c'est que cette transgression, cette espèce d'infidélité du langage par et à lui-même, cette incursion de l'image au sein de la narration, et qui est permise donc par la narration elle-même, elle est à l'œuvre tout spécialement dans les écrits de Pierre Klossowski, auxquels s'est intéressé Gilles Deleuze. Alors, je vais faire court, mais ce qui est notamment intéressant chez Pierre Klossowski, parce que c'est vraiment passionnant à étudier, Klossowski, Pierre Klossowski, c'est que l'image n'est pas simplement un thème ou un complément de l'écriture. En fait, ce que Klossowski nous dit, c'est que l'image est le moteur de son écriture. Autrement dit, l'écriture est seconde par rapport à des images qui la précèdent et la travaillent de l'intérieur. Il le dit dans un interview où il dit que les tableaux existaient dans son esprit avant qu'ils ne surgissent dans ses romans. On pourrait croire que c'est un simple détail biographique, mais ça pose en fait, ça pose une question plus fondamentale, c'est qu'est-ce qui circule entre le texte et l'image? Cette circulation, elle apparaît notamment dans un recueil de textes qui s'appelle, Les lois de l'hospitalité, et particulièrement, donc, qui est fait de 3 textes, Les souffleurs, La révocation de l'édit de Nantes et Roberte ce soir. Et dans La révocation de l'édit de Nantes, c'est extrêmement présent, ça, parce que l'image apparaît au moins sous 3 formes, chez Pierre Klossowski et notamment dans La révocation de l'édit de Nantes. D'abord, Pierre Klossowski, pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait des peintures, souvent plutôt des dessins crayonnés, en fait, très très grands, presque grandeur nature, et qu'il crayonne, d'ailleurs, c'est toujours intéressant à savoir, qu'il crayonne à la verticale. C'est-à-dire qu'il ne les met pas à plat pour dessiner, il les garde à la verticale. Et quand ils sont exposés, il demandait, l'une des consignes, c'était que, comme ce sont souvent des personnages, que les pieds des personnages touchent le sol. Donc, c'est-à-dire que ça soit vraiment au ras du sol. Donc, Klossowski fait ces dessins très grands, qui sont souvent, pas toujours, mais très souvent, des scènes de viol ou d'attouchement ou de Verführung, dirait peut-être Freud, c'est-à-dire des scènes de manœuvre de séduction. Et parmi les dessins de séduction, de viol qu'il dessine, il y a des scènes qui apparaissent dans ses romans. Donc ça, c'est autre chose, mais je viendrai après. Dans La révocation de l'édit de Nantes, et dans d'ailleurs les lois de l'hospitalité, il y a un personnage qui s'appelle Octave,
Et ce personnage Octave collectionne des tableaux. Et donc ça, c'est la deuxième forme d'image qui apparaît chez Klossowski. C'est-à-dire il y a ces images qu'il dessine lui-même, et puis il y a les tableaux que collectionne le personnage fictif Octave, qui, pour l'anecdote, est un fervent catholique, comme Pierre Klossowski, bien qu'il ait un rapport à l'histoire des religions, enfin, à la religion un peu particulier. Et enfin, donc il y a les dessins que dessine Klossowski, les tableaux que collectionne Octave, et puis dans l'œuvre elle-même, il y a des moments qui font tableau, qui sont ces scènes de séduction, de viol, de la femme d'Octave, qui s'appelle Roberte et qui est protestante. Pour la petite anecdote, la femme de Klossowski s'appelait Denise Robert et était protestante. Et en fait, quand on regarde les dessins de Klossowski, bon, ils sont très ressemblants à la femme de Klossowski. Bon. Ces scènes de viol ou de Verführung interrompent donc la narration. On passe dans le texte de Klossowski d'un régime de récit spécifique. Alors, la révocation de l'édit de Nantes, ce sont des extraits de journaux. Donc on passe en fait du régime du journal intime, linéaire, narratif, rétrospectif et introspectif, à des moments quasi descriptifs, des scènes figées, où les corps et les gestes semblent suspendus, presque isolés du temps du récit, ces scènes se répétant et constellant le récit. C'est là, dès les premières pages de la révocation de l'édit de Nantes, qu'intervient une référence, à mon avis très importante, à Quintilien, qui pose cette question: peut-il y avoir un solécisme, c'est-à-dire une faute de syntaxe, non pas dans la langue, mais dans un geste? Autrement dit, un geste peut-il être grammaticalement faux? Donc ça, c'est Quintilien. Effectivement, on le retrouve chez Quintilien et c'est cité par Octave qui lit en fait le catalogue raisonné de sa collection de tableaux. Or, ces gestes qui pourraient être grammaticalement faux, ces gestes suspendus sont présents dans ces trois images dont je vous ai parlé tout à l'heure: les dessins de Pierre Klossowski, les tableaux collectionnés et les scènes décrites dans la révocation de l'édit de Nantes. Et donc, ça pose une autre question. Une image peut-elle contenir ou figurer une faute de syntaxe? Chez Klossowski, ça prend une forme très précise. Les gestes représentés, dans les dessins comme dans les scènes écrites, sont souvent des gestes hésitants, ambigus, en suspens, comme s'ils ne tombaient pas juste. En somme, ce ne sont pas seulement des gestes, mais des gestes qui, un instant, risquent comme leur propre cohérence, à la manière d'une phrase mal construite. Et c'est là que l'enjeu devient intéressant. Ces tableaux, dans le texte, ne sont pas de simples descriptions, ils introduisent une rupture dans le régime narratif, une coupure comme geste, où l'on passe d'un temps continu, donc celui du récit, à des instants suspendus et visuels qui mettent en jeu des vitesses et des forces, mais surtout des gestes potentiellement grammaticalement faux. Ces images, faisant coupure, sont donc images d'un geste faisant disjonction. Dans Logique du sens, Deleuze écrit, je vous le cite, Klossowski laisse volontiers indéterminé l'organe sexuel, quitte à surdéterminer la main comme organe des solécismes. Mais précisément, quelle est la positivité de la main, de son geste ambigu, de son geste en suspens? Un tel geste est l'incarnation d'une puissance qui est aussi bien intérieure au langage, le dilemme, la disjonction, le syllogisme disjonctif. Fin de citation. Je vous rappelle que je vous raconte tout ça parce que j'ai en tête, pour ma part, ces moments que ces patients racontent, où tout à coup ils décrivent une scène où quelque chose reste suspendu et assez hésitant. Donc bon, là, ça me permet un peu de penser ces choses-là. Plus loin, et toujours concernant l'œuvre crayonnée écrite de Klossowski, où l'image se mêle au texte, Deleuze ajoute, je le cite, « Monde fascinant où l'identité du moi est perdue, non pas au bénéfice de l'identité de l'un ou de l'unité du tout, mais au profit d'une multiplicité intense et d'un pouvoir de métamorphose
où jouent les uns dans les autres des rapports de puissance. » Fin de citation. Alors, cette fonction de l'image peut être rapprochée de ce que Jacques Lacan désigne, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, dans le séminaire 7, comme phénomène esthétique qui fait barrière au champ de la destruction. Bon, je le pointe du doigt parce qu'à mon avis, il y a quelque chose là à travailler du côté de la dimension esthétique et la question du désir et la jouissance. Bon. Mais ce que je vais surtout préciser là, c'est que l'image, l'arrêt sur image, pour Lacan, ferait écran. Elle introduirait une médiation, un voile, face à l'insoutenable de la castration, c'est-à-dire du manque, et plus particulièrement du manque de l'autre. Dans le séminaire 4, il dit ceci: ce quelque chose qui est indiqué dans le sens d'une relation structurante fondamentale de l'histoire du sujet au niveau de la perversion est à la fois maintenu, contenu, mais sous la forme d'un pur signe. Et qu'est-ce que c'est d'autre que tout ce que nous retrouvons au niveau de la perversion? Représentez-vous maintenant ce que vous savez par exemple du fétiche, ce fétiche dont on vous dit qu'il est explicable par cet au-delà jamais vu, et pour cause, c'est le pénis de la mère phallique et qui est lié par le sujet à une situation où, si l'on peut dire, l'enfant dans son observation s'est arrêté, ça c'est un mot important à mon avis, l'observation s'est arrêtée, au moins dans son souvenir, au bord de la robe de la mère, où nous nous trouvons voir une sorte de remarquable concours entre la structure de ce qu'on peut appeler le souvenir-écran, c'est-à-dire le moment où la chaîne de la mémoire s'arrête. Fin de citation. Donc vous voyez que là, il fait le lien entre le fétiche, le souvenir-écran, et la question de ce qui surgit comme souvenir-écran et ou comme fétiche au moment où il y a quelque chose de la mémoire qui s'arrête. Donc je laisse le fétiche ici et je me concentre un peu plus sur le surgissement de l'image comme arrêt sur image, comme apparition d'une dimension iconique. En allant un peu vite, ce que donnerait à voir le moment iconique, le surgissement de l'image, ça ne serait donc pas le retour d'une vérité cachée et qui se révélerait sous forme visuelle et travestie à la manière d'un symptôme ou d'un rêve, mais ce serait bien plus un cache-sexe du manque, la limite du symbolique lui-même. Et c'est à partir de ce point que le travail avec Gilles Deleuze et Félix Guattari peut se poursuivre. Dans Mille plateaux, la déterritorialisation désigne un processus par lequel un agencement se défait, laissant apparaître des lignes de fuite, des intensités qui ne sont pas encore recodées. Ce qui, du point de vue psychanalytique, peut être décrit comme effondrement du symbolique, au risque d'une approche chez certains psychanalystes comme déficitaire, comme manque de, peut être pensé dans une perspective deleuzo-guattarienne comme transformation d'agencement et surgissement aux productions d'intensité. Ce moment où l'image mime le langage dans son erreur grammaticale pourrait alors être comprise moins comme un point de défaillance que comme un instant où se manifeste un bloc d'intensité irréductible à la subjectivation et que le signifiant ne parvient pas à mordre. L'image ne serait plus seulement un écran, ce que j'ai appelé tout à l'heure un cache-sexe du manque, mais une surface où se déploie un événement impersonnel. Cependant, cette lecture ne va pas sans tension. La psychanalyse insiste sur la dimension de perte, de faille, de division, de manque et de confrontation au réel comme impossible à symboliser. La perspective deleuzo-guattarienne, quant à elle, met l'accent plutôt sur la production, la variation, l'émergence de formes d'intensité qui excèdent les structures établies. Alors, comment faire avec cette opposition? La clinique, telle qu'elle se donne dans les moments de suspension du discours, n'a peut-être pas à trancher entre ces deux lectures. Elle montre à la fois une impossibilité à faire récit et en même temps une prolifération d'images, une perte d'organisation et en même temps une intensification de l'expérience. Ce qui apparaît alors, ce n'est ni un simple déficit, ni une pure production, mais un point de passage où le sujet ne peut plus se soutenir de la narration et se trouve exposé
à une forme de présence qui échappe à la temporalité ordinaire du discours. L'émergence iconique ne vient pas remplacer le récit, le suppléer, mais elle signale le lieu où celui-ci se défait. Dès lors, la question qui se pose n'est plus simplement celle de la signification de ces images, mais celle de leur fonction dans le discours. Que font-elles et à quel régime appartiennent-elles? Doivent-elles être interprétées comme des formations substitutives, comme des symptômes, des rêves, des actes manqués, appelant alors à une interprétation qui viendrait viser le réel dans le sens, ou comme des événements qui exigent d'être soutenus dans leur apparition même? Ces interrogations engagent directement la pratique psychanalytique. Si l'on considère ces moments comme des limites du symbolique, eh bien, certains analystes diront que l'analyste doit chercher à réinscrire l'expérience dans une chaîne signifiante, à les chiffrer, les pacifier. On entend ça dans la clinique de la psychose. Il y a certains psychanalystes qui disent que ce qu'il faut faire avec la psychose, par exemple, c'est rechiffrer la jouissance en excès, la pacifier. Bon, on peut se demander si c'est toujours de la psychanalyse aussi. Si l'on y voit au contraire l'émergence d'un régime d'intensité comme expérience impersonnelle, il ne s'agira peut-être pas d'interpréter que de faire autre chose, d'un être là, cherchant moins à ramener au récit que de soutenir cet instant, ce point de suspension. Mais est-ce que là, c'est toujours l'affaire du psychanalyste aussi? Alors, moins pour conclure que pour éclairer ma lanterne, je voudrais préciser quelques éléments. Ma question pourrait se formuler de cette manière. De quoi témoignent ces moments où soudainement la nature du récit change, où la scène surgit, où la carte se trace? Est-ce un écran masquant le manque et la perte, ou le surgissement d'autre chose? Ou alors, la confrontation avec le manque et le rien, qu'il nous faudrait différencier, induit-il cette mutation du récit, mais aussi mutation dans le rapport au monde, surgissement de ce devenir multiple, de ce devenir impersonnel? En somme, peut-on penser une articulation entre le manque comme impossible et un phénomène, disons, de déterritorialisation? Cette question, pour un clinicien, est essentielle, je crois. Deleuze seul, mais aussi Deleuze et Guattari ensemble, m'oblige personnellement, me commande de me coltiner à cette question. Quelle place occupe le manque, le négatif, mais aussi l'intensif et la différence dans mon cadre théorique? Quelle place occupe le manque? Suis-je capable de penser et d'entendre, disons, ce qui relèverait d'un autre registre? Et quel impact ça aurait sur ma clinique? Par ailleurs, ensemble et séparément, Deleuze et Guattari posent la question de la manière de dire, d'écrire ces intensités qui échapperaient au langage. Ce qu'ils proposent, à un moment, c'est l'utilisation de l'article indéfini plutôt que par des articles définis ou des articles possessifs. Alors, Deleuze, il écrit dans Critique et clinique, à mon avis, c'est dans Ce que les enfants disent, mais oui, ça doit être dans Ce que les enfants disent. Il écrit « L'indéfini ne manque de rien ». Ça résonne quand même avec le désir ne manque de rien. Mais bon. L'indéfini ne manque de rien et surtout pas de détermination. Il est la détermination du devenir, sa puissance propre, la puissance d'un impersonnel qui n'est pas une généralité, mais une singularité au plus haut point. Par exemple, on ne fait pas le cheval, pas plus qu'on imite tel cheval, mais on devient un cheval en atteignant à une zone de voisinage où l'on ne peut plus se distinguer de ce que l'on devient. Deleuze et Guattari, quant à eux, ensemble, écrivent dans Mille plateaux, je les cite, « Si le plan de consistance n'a pour contenu que des essayités, il a aussi toute une sémiotique particulière qui lui sert d'expression. Plan de contenu et plan d'expression, cette sémiotique est surtout composée de noms propres, de verbes à l'infinitif ou de prénoms indéfinis. Article indéfini plus nom propre plus verbe infinitif constitue en effet le chaînon d'expression de base, corrélatif des contenus les moins formalisés, du point de vue d'une sémiotique qui s'est libérée des signifiantes formelles comme des subjectivations personnelles. » Fin de citation. Cette réflexion-là sur la manière possible d'écrire l'impersonnel, d'écrire ce qui devrait échapper au langage,
a été mise au travail également par Pierre Klossowski, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il se questionnait en effet, lui aussi, sur la manière de rendre compte de l'intensité et de ce que le langage quotidien venait juguler et distribuer sous la forme de la propriété privée. Dans ses feuillets inédits, il s'interroge sur la possibilité, la manière de rendre compte d'une pensée qui serait sans sujet et où dominerait des intensités, des variations non organisées par le langage et les signes quotidiens. Alors lui, ce qu'il propose, ce n'est pas l'utilisation de l'article indéfini, mais l'utilisation du verbe impersonnel afin de pouvoir en exclure le sujet. Il écrit, je cite, « Comment peut-on rendre compte de ce moment de la pensée hors de tout sujet? Quel rapport entre lui et elle? Par l'exclusion du sujet en tant que désignation pronominale. La pensée souveraine autant que la pluie et le beau temps. Nous ne disons pas « je pleut », mais « il pleut », ni « je fais soleil », mais « il fait soleil ». La pensée est le verbe impersonnel absolument. Il pense au sens de « il fait beau »,« il pleut ». Or, l'exclusion du sujet pensant n'est appréhendée par lui que par les degrés d'intensité selon lesquels la pensée se désigne comme absence, comme chute ou comme hausse d'intensité. Sa cohérence avec elle-même est le retour de la pensée à l'état d'intensité pure. Fin de citation. Ces verbes impersonnels, qui ne supportent d'être conjugués qu'à la troisième personne du singulier, qui sont principalement des verbes désignant des phénomènes météorologiques, font écho à la référence de Deleuze et Guattari à l'écriture de Michel Tournier, lorsque ces derniers tentent de qualifier les individuations par essayité, faites de vitesse et de mouvement, en les différenciant des individuations par subjectivité. Deleuze et Guattari écrivent à ce propos, je les cite encore, « Entre les lenteurs extrêmes et les rapidités vertigineuses de la géologie ou de l'astronomie, Michel Tournier dégage la météorologie où les météores vivent à notre allure. Un nuage se forme dans le ciel comme une image dans mon cerveau, le vent souffle comme je respire, un arc-en-ciel enjambe deux horizons le temps qu'il faut à mon cœur pour se réconcilier avec la vie. L'été s'écoule comme passent les grandes vacances. » Fin de citation. Il y aurait, je crois, dans la production de la carte, quelque chose qui serait plus proche de l'expérience du devenir que de la représentation de l'identité ou du moi. Quelque chose qui échapperait au langage peut-être, moins comme ce qui serait hors de lui, mais comme ce qui en constituerait sa limite, son bord ou son angle mort, pour reprendre l'expression de Pascal Quignard, et qui relèverait de l'expérience de l'intensité, de l'affect, de la force en mouvement. Concernant Yann-Marie, dont je vous ai parlé, ce qu'il faut observer, c'est donc qu'il ne faisait pas le plan ou le dessin d'un coup d'un seul de son agression dans un décor donné. Il traçait en même temps qu'il circulait, dans ce qu'il traçait, et en même temps que le corps se constituait. Il ne représentait pas dans un dessin un moment vécu, mais il cartographiait un instant fait de variations de vitesse, de force, de violence. Pourquoi le faisait-il ainsi? Je ne sais pas. Allez savoir comment ça pouvait s'écrire un instant pareil. Comment ça se dit plusieurs impacts dans le torse et dans le dos. Comment ça se dit la course entre les bâtiments qui poussent dans la fuite. Comment ça se dit le souffle qui se coupe et le sang qui coule. Allez savoir comment ça pouvait s'écrire l'angoisse. Alors je ne sais pas comment l'intensité peut s'écrire ou surgir dans le récit, mais peut-être que ça peut se tracer ou se figurer dans des images aux gestes suspendus. Je vous remercie. Merci. Merci. On va d'abord passer la parole à la salle si vous avez des questions à poser. Je sens que vous opposez image et langage. Alors que je crois que chez Deleuze, l'image est un mouvement entre le sensible et l'intelligible, ou le discursif et ce qui est sensible. C'est-à-dire, si vous prenez l'image mouvement, en fait, c'est un circuit entre un type d'image
où le concept subsume du visuel, pas des images. On les appelle des images, mais en fait, c'est plus du sensible. Si vous prenez les films d'Eisenstein, la compréhension de la révolution, c'est elle qui dicte la sélection des images et leur montage. Donc, c'est ce qu'il appelle un montage rationnel. Et l'image devient organique. Donc, le problème du corps organique, c'est en fait un problème de construction d'image. L'image rationnelle, c'est le corps organique, parce qu'un corps organique est un corps coordonné. C'est-à-dire, j'agis suivant ce que je comprends. La fameuse séquence de Deleuze, c'est le cow-boy qui comprend sa situation, c'est-à-dire qu'il veut coloniser les Amériques, et quand il voit un Indien, il comprend que c'est son ennemi, il s'énerve, il tire. Donc, vous avez la coordination, affection, perception, action, d'après la compréhension. Et pour Deleuze, la catastrophe, justement, arrive avec la Deuxième Guerre mondiale, où il y a la destruction des grands récits et de l'image organique, mais aussi du temps chronologique, parce que le temps chronologique, c'est un temps qui se construit d'après le concept. C'est-à-dire, en fait, c'est une séquence où le temps marche suivant des événements signifiants. Donc, lorsque Eisenstein fait son film, il ne va pas filmer les gens qui mangent des frites à côté parce que ça ne se rapporte pas à la compréhension de ce qu'est une révolution, même si ça arrive. Donc, Deleuze dit qu'avec la Deuxième Guerre mondiale s'ouvre le temps qui n'est pas chronologique, qu'il nomme parfois l'aïon, d'autres fois Chronos, c'est son H, c'est la forme du temps, c'est-à-dire la césure qu'il reprend à Kant, où vous avez la structure d'une coupure et de deux doublures. Et cette structure du temps, elle désorganise le corps, c'est-à-dire le corps ne devient plus organique, et là il parle du néo-réalisme, c'est-à-dire au fait, si on prend Rossellini, Allemagne année zéro, face à la destruction, au lieu de reconnaître une porte, d'ouvrir la porte d'entrée, c'est-à-dire de fonctionner comme un corps organique, on est juste là et on a du visuel pur. C'est ce qu'on appelle l'optique sonore pure, qui, j'imagine, fait un peu écho à ces surgissements d'images, ce que vous nommez images dans les expériences un peu psychotiques ou limites. Donc, pour Deleuze, les surgissements de l'optique sonore pure, Rossellini et toute cette lignée, vient justement de la désorganisation sensorielle. Pour lui, il oppose la mémoire organique, où je reconnais, c'est une porte, c'est mon ami, etc. Et la mémoire attentive, qui reprend la personne, où en fait, on a un moment de trouble, on ne reconnaît plus. Et on va dans des circuits de mémoire. Donc, en fait, donc, chez lui, ce n'est pas l'image qui s'oppose au discours, mais c'est en fait deux images qui s'opposent, pas qui s'opposent, mais c'est deux types d'images, l'image temps et l'image mouvement. Et en fait, ce qui recouvre, c'est l'image mouvement qui recouvre l'image temps. Donc, s'il y a un cache, c'est en fait l'organisation normale, usuelle, où j'ai un corps, je fonctionne normalement, j'ouvre la porte, etc. Ça, c'est ça qui recouvre en fait le fait qu'il y a tout un monde sensible qui est là, mais qui est sur lequel on passe par-dessus d'habitude. Donc, et c'est lorsqu'on a un trouble dans la strate organisatrice que commencent à apparaître les singularités optiques sonores, mais pas seulement, parce qu'il y a ici dans l'image temps toute une panoplie de types de temps. Il y a les circuits de la mémoire, il y a les comptes de mémoire, il y a le temps cristallin. Et sur ça aussi, la description n'est pas limitée au côté image, parce qu'il y a la description organique et la description cristalline. Si vous prenez Rob Grier, il fait les descriptions, mais qui efface l'objet. Donc l'objet n'existe qu'en étant décrit, et en même temps, il se dénoue dans la description, alors qu'une description plus classique, l'objet existe en dehors de la description. Donc, moi, je pense que bon, ces deux volumes vous intéresseraient bien, parce que vraiment, c'est vraiment une conceptualisation très deleuzienne. Maintenant, pour les expériences psychotiques, c'est un peu différent, mais je vais m'arrêter là. C'est un auteur
philosophe irakien, libanais, qui est deleuzien et qui s'est intéressé à la mort et aux expériences psychotiques. C'est-à-dire, il a compilé, il a fait une synthèse un peu. Il pense que lorsqu'on meurt avant de mourir, comme être poignardé et ne pas mourir ou devenir fou à un moment, on est projeté dans le labyrinthe. Et le labyrinthe, c'est une dimension qui existe tout le temps avec nous et où les choses, où au fait, on a des impositions de pensée. Tous les noms de l'histoire deviennent notre nom. C'est un peu que lorsque Nietzsche a perdu la raison, il dit tous les noms de l'histoire, c'est mort. On se voit mourir. Enfin, il y a toute une structure de ce monde qu'on peut extraire des films d'horreur et des films de vampires. Mais aussi des films comme Jacob's Ladder. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez Jacob's Ladder ou Leash. Voilà. Donc, de ces films qui sont apparemment une fiction, parce que vous posez la question, est-ce que c'est un cache ou qu'est-ce que ça indique? Pour Gérald Toffi, c'est une dimension ontologique, c'est-à-dire ça existe. Même le discours religieux qui commence avec Adam qui a montré le fruit, qui est mort, c'est à ce moment-là qu'a eu la projection dans la psychose. Et la psychose est là, elle apparaît dans des expériences limites comme la guerre, par exemple. Si vous prenez la guerre, moi je travaille un peu beaucoup sur les guerres au Liban. Beaucoup d'artistes montrent, si vous voulez, Jean Genet, lorsqu'il voit le massacre de Sabra al-Shatila, j'avais ces images qui apparaissent. Donc ça, c'est le Toffi qui a aussi travaillé sur ça, c'est le labyrinthe. Donc c'est toute une dimension qui a ses structures. Le nom propre, d'ailleurs, apparaît pour pouvoir appeler quelqu'un dans le labyrinthe. Donc, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Tout à fait. Merci beaucoup. Vraiment venu ici pour ça. Super. Merci. Moi, j'ai une question, du coup. Non, merci pour ton intervention. En fait, il y a une question qui me... Enfin, c'est plus un problème de lecture. À force de lire un petit peu trop l'Anti-Oedipe et en même temps là, de relire les textes sur la perversion qui précède la rédaction de l'Anti-Oedipe, voilà, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la perversion est disqualifiée dans l'Anti-Oedipe, c'est comme un retour de territorialité artificielle. Voilà. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu proposes, c'est finalement de dire qu'il y a un fonctionnement encore de quelque chose qui a trait à la perversion, qui est ce temps suspendu, quoi, qui est un peu en tension avec... dans l'Anti-Oedipe, on a l'impression que la temporalité majeure, en tout cas du livre, c'est une sorte de temporalité eschatologique, tu sais, avec la fin de l'histoire, que le psychotique vit et incarne aussi, tu vois, tout en vivant dans une temporalité très, très monotone, quoi. Et bon, ça peut, voilà, une manière de relire Marx aussi. Et je trouve ça intéressant en fait, tu as l'air de vouloir dire qu'au fond, il y a quelque chose qui peut suspendre ou couper des temps, tu vois, un peu presque trop monotone du symptôme, ou en tout cas de la répétition, quoi, comme s'il y avait ce temps suspendu, recréer quelque chose de nouveau, quoi, enfin, en tout cas ouvrir un truc inédit, je sais pas si... Moi, je m'intéresse beaucoup à comment le nommer. Il y a quelque chose qu'on peut facilement entendre dans le champ psychanalytique, c'est la question du noyau psychotique ou des moments psychotiques ou ce genre de choses. Et moi, je suis quand même très, à la fois intéressé, et moi, je travaille beaucoup sur la perversion. Et effectivement, il y a quelque chose qu'on met de côté. La perversion est mise de côté beaucoup, je trouve, en psychanalyse. C'est-à-dire qu'on n'enseigne quasiment plus la perversion. Il y a quelque chose il y a une force qui est donnée à la psychose par rapport à la question de la perversion. C'est ça. Et je trouve que, d'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, c'est que Lacan rend hommage à Deleuze, ce qui n'arrive pas tous les 4 matins, autour de la question de ses travaux sur la perversion. Il dit les psychanalystes n'ont rien compris, ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit. Il y en a un qui a écrit quelque chose d'intelligent, c'est Deleuze, allez le lire, quoi. Bon. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en même temps, effectivement, j'ai l'impression,
mais alors si ça vous fait cette impression aussi, c'est que ce n'est pas qu'une impression, c'est que j'ai l'impression qu'avec l'arrivée d'Antioedipe, il y a quelque chose qui chute chez Deleuze du côté de son travail. La perversion n'a plus la même place, certainement parce que la schizophrénie prend une certaine place, et du coup, ça a ses effets, quoi. Bon. Et donc, moi, je m'intéresse beaucoup, effectivement, à qu'est-ce que nous enseigne la perversion comme structure, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la perversion, la perversion adulte, c'est-à-dire pas la perversion infantile, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur peut-être, la perversion dite infantile, et deux, en fait, ce temps d'avant, c'est-à-dire avant, j'allais dire ce choix de la structure, parce que ça c'est une question en psychanalyse, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que plutôt psychose que névrose ou perversion, quoi. Bon. Donc, en tout cas, oui, moi, le travail sur la perversion me permet de penser ces moments suspendus, parce que je crois que là, il y a quelque chose que la perversion nous apprend. Je rejoins beaucoup les travaux de Catherine Millot, par exemple, l'intelligence de la perversion, où elle reprend ces choses-là aussi. En tout cas, voilà, je crois que s'il y a quelque chose que nous enseigne la perversion, c'est la question de la suspension, du temps, des corps. Ça, on le retrouvait, il me semble, déjà chez Deleuze dans sa présentation de... Oui, ça, je pensais, ouais. Et justement, dans le cas du masochisme que Deleuze étudie, qui me frappait en écoutant ton intervention, c'est l'importance du geste, quoi. Et genre, je sais pas ce que tu as envie de te dire du geste masochiste que Deleuze d'abord et Deleuze et Guattari décrivent ensuite, à savoir un geste très protocolaire qui va être fixé d'avance, contractuellement, et qui doit être effectué tel quel, ou qui est aussi une sorte de fantasme. Tu fais beaucoup référence à Musan à ce moment-là. Est-ce que c'est un geste de suspension Pareil, moi je trouve que les travaux de Deleuze sur la perversion et notamment le masochisme sont très intéressants. Je trouve qu'il montre très bien comment ce qui est en jeu, c'est un code, ça serait un code, c'est cette question du contrat, c'est quelque chose qui est réglé d'avance et d'ailleurs, je trouve que ce qu'il met bien en avant, c'est que la question, il n'y a pas de malentendu dans le rituel masochiste, c'est-à-dire que tout est codifié, tout est pré-réglé, et effectivement, je crois que le pervers, c'est quand même celui qui ne céderait sur rien, ni sur la castration, ni sur la jouissance. Bon. Donc, la question d'évacuer le malentendu via le code, je crois que là, Deleuze pointe du doigt quelque chose qui est très important. C'est-à-dire vraiment comment... moi, l'une des hypothèses que je fais dans ma thèse, c'est que ce que tente de désavouer le pervers, au-delà de désavouer la castration de l'autre, c'est de désavouer les semblants. C'est-à-dire comment on est pris dans le langage, comment il y a du malentendu, et comment il vient pointer ces choses-là via ces rituels. Et donc, je crois que le code, là, a une place très particulière. Pour aller dans le même sens, en plus de la suspension, avec laquelle tu as beaucoup insisté, je trouve que ça marche très bien, en fait. Je ne sais pas si c'est des processus pervers, en fait. C'est quand même des processus psychotiques, les cas cliniques, plus proches de... Si on n'accepte pas parler d'hypertension ni de psychose, mais de processus. Voilà. Mais un aspect de la perversion qui est passionnant chez Deleuze, qui va abandonner, c'est quand même l'idée d'une subversion. C'est ce qui est facile, me semble-t-il, enfin, c'est ce qu'il dit. Enfin, mais ce n'est pas la seule chose, c'est pas là-dessus que quelqu'un insistait, mais c'est à côté. Mais en fait, c'est pas seulement la suspension, c'est la dénégation. À mon avis, ce qu'il a quand même en tête, c'est une critique de la négation. Et donc de penser une forme de subversion qui n'est pas une négation, mais qui est beaucoup plus, selon lui, subversive, parce que précisément, elle n'est pas négatrice. Elle est dénégatrice. Et c'est là qu'il prend toute cette ligne et qu'on retrouve, c'est dans la ligne qu'on parlait la fois dernière, c'est Bartholdi. Bartholdi, c'est le pire schizophrène, mais en même temps, c'est aussi le pire pervers. Il dit, je sais bien que, mais quand même. Et là, c'est cette manière de faire que les choses se délitent. Voilà, à mon avis, c'est ça qui est facile. Mais je crois que quand on lit la présentation de Sacha Masoch, il y a un truc qui me fascine et qui a quand même abandonné, c'est ce côté hyper esthétique, esthétisant. Et dans l'Antioedipe, on passe quand même dans les matières.
dans la production. On n'est plus dans le fantasme esthétisant qui est celui de Masoch. Et donc, je me demande si, autant il poursuit toujours avec Guattari cette critique de la négation, il faut penser des formes de destructivité qui ne soient pas sur le modèle de la négation. Ça, d'accord, il continue, donc il y a une continuité, mais quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce côté esthétisant, c'est, alors, d'où la critique de bataille et tout, mais c'est ça qui va. Bon, c'est pour la version, j'avais une deuxième question, parce que vraiment, j'ai été très, très intéressé par ce travail, c'est sur l'usage des termes de scène. Que tu fais en contraste avec le discursif, avec le narratif, exactement. Et en même temps, en suivant comme ça les déambulations que tu retraçais dans les dessins de Henri Marie ou de Yann Marie, comme tu l'appelles, je me disais, bon, il y a un autre, parce que le terme de scène, il n'est pas très présent chez Deleuze. Quand je m'en souviens, c'est pas un de ses concepts, quoi. C'est pas ancien, quoi. Je veux dire, voilà, il n'est pas, son truc, c'est pas la scène. Il y a un autre terme qui est quand même, à mon sens, plus présent avec devenir, c'est le terme de zone. C'est des zones, et là aussi, qui a un background psychanalytique important, quoi. C'est les zones érogènes. Et je trouve que dans ce que tu décrivais comme très bien, c'était vraiment hyper saisissant. Voilà, les bâtiments, enfin la ville se construit au cours de la déambulation. Et en plus, c'était une ligne de fil, etc. Je trouve qu'il est plus question de zone que de scène. Et les zones, c'est aussi tout ce que tu as rappelé sur la meute, enfin le groupe, en l'occurrence, c'est un groupe, la bande. Ces effets de bordure. Oui, bon, très rapidement sur la question, les travaux de Deleuze autour de la question de la négation et de la dénégation, effectivement, sont, à mon avis, très importants dans Le Froid et le Cruel, mais notamment parce que c'est des choses qui intéressent Lacan et Freud très vite, c'est-à-dire qu'ils disent il y a quelque chose de bizarre, c'est la négation du pervers est bizarre. Lacan, il appelle ça le louche refus. C'est-à-dire que c'est quand même, alors pourquoi louche? Parce qu'en fait, c'est un refus qui dit, je sais bien, mais quand même, donc c'est un refus qui sous fond d'affirmation, donc c'est bizarre. Et puis c'est un refus qui voit double, il louche, c'est un refus qui louche. C'est-à-dire, je vois bien la menace de la castration et en même temps, je décide d'y aller. Bon. Donc je crois que vraiment qu'il y a effectivement là tout un travail sur la négation, la dénégation. Moi, je dis désaveu, parce que je trouve que le terme de désaveu, mais c'est de Manoni, il me semble. Hein, je crois que c'est Manoni qui avait proposé cette traduction-là. Ça permet de mettre en avant le côté, pour qu'il y ait des aveux, il faut d'abord avoir dit oui, il faut avoir vu. Donc, il faut d'abord dire oui, j'ai vu la castration, mais. Donc, je trouve que ce terme. Bon. Donc, ça, c'est pour la question de. Donc, je te rejoins tout à fait sur ces choses-là. Et pour la scène, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de Yann Marie en même temps que j'ai parlé des deux autres patients, parce que je suis assez d'accord, ça n'a pas la même. En fait, ça fait moins figé que les deux autres scènes que je raconte au début. Donc, je ne suis pas certain que ça soit du même ordre. Hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a un flottement hein, dans ce que je présente à un moment où je dis il y a ces scènes figées au geste suspendu et il y a ces cartes qui sont tracées. C'est peut-être deux phénomènes qui n'ont rien à voir. Ce qu'elles ont à voir, c'est qu'elles apparaissent les deux dans un moment de rupture du récit. C'est-à-dire que là, on arrête, à ce moment-là, le patient arrête de raconter. Il y a autre chose qui surgit dans sa narration. Et c'est peut-être deux choses qui n'ont. Est-ce que tu as, par exemple, les scènes suspendues, ça c'est plutôt du côté perversion, Sacha Masoch, il est à la distance, mais on trouve, tu utiliserais le matériau de la perversion de Vésiel pour penser ces gestes suspendus, et du côté de la fuite, ça serait plutôt la déterritorialisation, et utiliserais le matériau. Alors en fait, je ne les rapproche pas d'un point de vue psychopatho. C'est-à-dire que je ne me dis pas, ça c'est un moment. Enfin, on pourrait peut-être dire, ça c'est un moment pervers, je ne sais pas. En tout cas, je ne les rabats pas sur des catégories psychopatho. En fait, la seule chose, c'est qu'effectivement, c'est la perversion qui me permet de penser ces moments suspendus. Et effectivement, c'est plutôt la question du corps schizophrénique, qui me permet de penser ces moments de fuite et de. Voilà. Mais pour le moment, je suis très prudent là-dessus. C'est-à-dire que peut-être qu'elles ont rien, peut-être que je ne sais pas. En tout cas, ce qu'elles ont comme lien, c'est ce moment de déliaison du récit, quelque chose comme ça, et le temps qui est plus tout à fait le même, quoi.
juste pour revenir là-dessus. Et après, je veux juste, je sais pas, peut-être que ça peut aider, mais en t'écoutant juste sur ces cas, j'ai l'impression qu'en fait, quand tu parles de scène, c'est comme si enfin, c'est deux choses différentes. C'est comme si tu écoutais quelqu'un parler et tout d'un coup, tu as l'impression que surgit en fait une image et du coup, c'est du point de vue de ton écoute qui a l'air d'être le point de construction de la scène, alors que la carte, en fait, c'est la personne qui est actrice de la production de l'image, quoi. Oui. Tu vois, et du coup, toi, tu te retrouves... parce que par exemple, cette idée de scène, ça arrive parfois de parler... y compris en analyse, et de sentir qu'il y a quelque chose comme de l'image qui se produit, en fait. Tu vois, et, par exemple, j'ai l'impression que c'est une expérience plus commune, en fait. Je sais pas, tu vois. Mais c'est pour ça que je l'ai rapproché avant de la question du souvenir écran. C'est-à-dire, je pense qu'on a tous des moments comme ça où surgit une scène, une image un peu figée, d'ailleurs souvent, Freud le dit, extrêmement précise et souvent assez nulle, en fait, et qui surgit dans l'histoire. D'un coup, on a une scène qui vient et elle vient et on la raconte. C'est vrai. Bon, là, c'est peut-être des souvenirs écrans qu'ils amènent à ce moment-là. Là, la seule chose qui m'inquiète un peu pour ce patient qui fait la carte, c'est que j'ai la chance à ce moment-là qu'il prend une feuille et il se met à tracer. Donc, il fait ça et en même temps, j'ai dans les oreilles et dans la tête Deleuze et Guattari. Ce qui m'est venu au moment où ça s'est passé, c'est bon, c'est chouette, ça donne du matériel, enfin, bon, ça a activé quelque chose chez moi de mon désir. Mais je me suis surtout dit, j'aurais pu passer à côté de ça. S'il n'avait pas tracé, est-ce que j'aurais entendu qu'il ne racontait pas l'histoire de la même manière? J'espère que oui. J'espère que j'aurais eu la finesse d'entendre. Parce que vraiment, il racontait le même événement, mais ce n'était plus la même histoire. C'était l'affaire de ce corps qui est impacté, qui circule, etc. Mais bon, voilà. Mais peut-être qu'effectivement, en tout cas, lui produit à ce moment-là cette carte. C'est de ce qu'on sait. Moi, merci beaucoup pour la présentation, très bien. J'avais deux questions. La première, plus facile que la deuxième, je pense. La première, c'est s'il n'y a pas parce que le concept que je sens qui est derrière un peu pourrait peut-être réconcilier les deux définitions que tu viens de donner. La première, c'est l'idée de la scène, et de l'autre côté, l'idée de la anormalité grammaticale, c'est le concept de fantasme, je pense. C'est le concept qui est le plus synthétique, bien défini. Et déjà, de cette façon-là, par Lacan, je pense, c'est-à-dire l'idée de la scène, dedans la scène, quand il travaille en anglais, c'est X, il parle de fantasme, c'est ce moment où Hamlet décide de mettre en scène l'assassinat de son père. Non? Et à ce moment-là, il y a cette idée il y a la scène qui c'est Hamlet dit son histoire, et là-dedans, il y a une autre scène qui s'est recrée, et aussi, après, c'est dire pour fantasme, il parle de fantasme comme une formulation anomale grammaticale. Oui. Et c'est à ce moment-là que s'il vient. C'est pas exactement ça le fantasme, c'est à ce moment qui se prononce l'anomalie grammaticale qu'on sait que le fantasme est en train de se passer. Et moi, je me posais, je voulais lier ça avec la deuxième question, qui c'est plus abstraite. C'est cette idée de comment sauver l'image de l'imaginaire. Oui. C'est ça les problèmes. Je pense que Lacan, il n'a jamais réussi à sauver l'image de l'imaginaire. Si bien, je pense qu'il a toujours rattaché les concepts d'image au registre imaginaire, et c'est une chose que je pense que ce n'est pas nécessaire, que c'est possible de penser l'image en dehors de l'imaginaire. Je pense qu'après, c'est un moment en particulier, l'imaginaire et pourtant l'image va être soumis tout le temps à un autre registre, soit le rêve, soit le symbolique. Moi, je voulais juste, ma question c'est, quel pourrait être le schéma pour un peu reprendre le concept d'image sans tomber dans, déjà, disons, sans tomber dans la même critique que la qu'on a fait de l'imaginaire. Et ça vient aussi, je pense, on peut faire le lien avec le concept de fantasme, et le fantasme déjà implique le non-spéculaire, parce que le fantasme, c'est le rapport du sujet avec l'objet A, l'objet pas, il n'est pas spéculaire. Donc, il y a un problème avec l'image, le fantasme, et c'était ça plutôt la question de comment sauver l'image de l'imaginaire. Alors, complètement. D'abord, il y a un glissement qu'on fait qu'on fait souvent, et qui n'est pas bon, c'est de confondre image et imaginaire, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose, même chez Lacan. Alors, mais il y a ce glissement, c'est-à-dire,
Et je trouve qu'il y a deux enjeux, hein. Je vais rajouter une deuxième difficulté, c'est qu'il faut sauver l'image de l'imaginaire, mais il faut aussi sauver l'imaginaire du reste, parce que l'image est très dépréciée dans le champ psychanalytique, alors que Lacan n'avait pas fait un gros mot, c'est-à-dire il y a quelque chose… Bon. Il y a des moments, c'est pareil, c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses là à travailler, parce qu'il y a un endroit où l'image, par exemple, prend une valeur un peu spécifique, c'est quand Lacan travaille sur la perversion, justement, où il compare le fantasme pervers à des rushs cinématographiques, et où il dit que l'image est le moule de la perversion, l'image. Donc là, il y a quelque chose, pas l'imaginaire. C'est soit je pense que c'est dans le séminaire sur l'objet, la relation d'objet, je pense. À vérifier. J'ai les références pas loin. Donc là, il y a quelque chose chez Lacan, à mon avis, qui nous permettrait peut-être de sauver un peu l'image. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour revenir sur la question de la confusion image et imaginaire, c'est pour ça que tout à l'heure je grimaçais sur la distinction image-langage, parce que donc c'est ce que je disais à un moment très rapidement, il y a quelque chose qui est très intéressant que repère Lacan chez Freud. Donc quand il oublie le non signorelli, Freud dit qu'il se souvient d'une image qui est un morceau de la fresque en question, et donc il se souvient de Boltrafio dans le coin. À la place de Signorello, lui vient l'image de Boltrafio et le deuxième peintre. Et c'est une immense fresque très colorée, très belle. Et lui il se souvient, Freud, à la place de ce nom, de cette image des deux peintres, qui sont en bas à gauche, les mains comme nul. Enfin, c'est un détail nul de la fresque. Pourquoi je dis que c'est un détail nul? Parce que en plein milieu de la fresque, en hauteur, il y a l'antéchrist. Derrière l'antéchrist, il y a un démon qui chuchote à l'oreille de l'antéchrist, et l'antéchrist a la main qui est levée, et on ne sait pas s'il est en train d'attraper l'antéchrist pour le serrer contre lui ou pour le repousser. Il y a comme un geste un peu suspendu, là, un peu hésitant. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est Stéphane Lochkin qui le repère, c'est qu'on peut considérer qu'au sein de l'image, il y a là un déplacement métonymique. C'est-à-dire que pour pas visualiser ce qui est en plein cœur de la scène de cette fresque, c'est une autre image qui vient par déplacement. Et donc là, on entend bien que l'image n'est pas que l'image, enfin, l'image n'est pas l'imaginaire. C'est-à-dire que là, c'est une image qui est traitée par le langage, c'est-à-dire par un phénomène métonymique. Donc je crois qu'il y a vraiment tout un travail effectivement à faire, mais ne serait-ce que de lecture chez Lacan, hein, peut-être à voir les moments où il parle d'image et pas d'imaginaire. Pour moi, c'est vraiment une scopie. Il arrache l'image à l'imaginaire, c'est la pulsion scopique. Quand l'objet A, le regard comme objet A, c'est pas l'imaginaire. Alors, je vais dire ce que vous voulez dire, c'est en fait, soit tu tombes dans le symbolique, c'est la métonymie, dans le réel, c'est mais malgré tout, la pulsion scopique, pour moi, c'est vraiment un traitement de l'image qui n'est pas du tout un traitement ni symbolique, ni réel, ni imaginaire. Et c'est à ce moment-là qu'il est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on appelle un tableau. Sur les menus, etc., c'est là qu'il est sur l'écran. Tout à fait. Et ce que je trouve intéressant avec la pulsion scopique, comme dit ça, arrachant l'image à l'imaginaire, par rapport à ce que vous disiez tous les deux, c'est sur l'interrogation que tu portais sur la manière de dire, bon, soit on est dans le manque et le point de défaillance, bon, enfin, le truc, voilà, il y a un petit chute, hors langage, ou soit on est, donc là, côté de Guattari, dans la pure production, quoi. Donc, soit pure défaillance, pure production, mais et il disait, mais moi je ne suis pas sûr, alors moi je trouve ça très juste, en tout cas c'est quelque chose que je partage, je ne suis pas sûr que la clinique ait à trancher entre soit l'un, soit l'autre. Parce que peut-être qu'on peut dire le propre de la clinique, c'est qu'en fait c'est entre les deux. Là, c'est un point de défaillance qui donne quand même quelque chose avec une certaine positivité, quoi. Et en fait, c'est pour moi ça la question de l'écran. Parce que c'est vrai que l'écran, tu l'as rappelé, si je ne me trompe pas, c'est là qu'on dit l'écran, c'est ce creux de la peau en devant la voile, parce que tu as fait le voile. Mais le voile pour, voilà, ne pas tomber dans le néant, dans le vide, dans la chose, dans la pure jouissance. Et à la fois, il dit aussi que il me semble qu'on peut lui lire, disons, avec précaution, il me semble qu'on peut lui lire
cette question de l'écran, non pas comme la dialectique entre l'apparence et son au-delà, mais comme ce qui vient déformer les choses. Et c'est là qu'il y a tout un truc sur la perspective. Tous ces phénomènes, où là, tout d'un coup, on n'est pas dans la quête de ce qu'il y a derrière. Parce que ce qu'il y a derrière, non, tout est là, mais dans la déformation de ce qu'il y a. Et je trouve que ça, c'est quand même une expérience de la clinique. C'est un peu ce que tu racontes. Bah, ça se déforme tout le temps. Quoi. Et c'est pas un truc au-delà, c'est pas non plus une pure production intensive géniale à la Klossowski. C'est, voilà, je trouve que c'est des... Ça m'a évoqué ça, en fait, les récits de cas que... Merci beaucoup. Juste pour les métonymies et les métaphores de Deleuze dans le cinéma, on peut très bien le faire avec du visuel. C'est pas juste du langage. Il dit, qu'est-ce qu'une métaphore? C'est injecter un dynamisme spatio-temporel qui vient d'un objet et le mettre dans l'autre, du style des mains qui bougent comme des feuilles. Si on prend le mouvement des feuilles, c'est une métaphore. Métonymie, on met deux images, les mains et les feuilles. Donc, il n'y a pas on va dire, un privilège du langage. Si on prend Dos Passos, qui a écrit America, c'est une image optique sonore pure. Ça veut dire l'image n'est pas réduite au médium de son expression. Là, d'ailleurs, c'est Deleuze qui fait les raccourcis, que ce soit des écrivains ou des cinéastes ou même des peintres. Il n'y a aucun privilège, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de la langue parlée, sur le visuel ou la sculpture ou le médium. C'est juste pour. Donc l'image, en fait, ça passe à travers tout ça. C'est très bien être un écrivain optique sonore pur, comme Dos Passos, ou un écrivain cristallin pour me recréer. Et il y a quand même une grosse critique de la métaphore. Même si on peut la retrouver dans le visuel. La littéralité contre la métaphore, quand même. Il a pas vraiment une critique de la métaphore, mais la métaphore appartient au régime de l'image classique, c'est-à-dire au monde normalisé, parce qu'il n'y a de métaphore que dans le monde classique. C'est lorsque on veut faire un jugement dans l'image, comme le fait Eisenstein, disons les bourgeois c'est des cochons, il les montre avec des dynamismes de cochons. Bon, ça c'est un jugement. Là, on peut faire un jugement dans l'image, c'est une métaphore. Bon, c'est un régime d'image. C'est pas qu'il. Enfin, Deleuze, je crois qu'il a une tendance à sympathiser plus avec l'image tendre, mais c'est pas qu'il pense que tout le monde classique ou moderne est à rejeter comme quelque chose qu'il n'aime pas particulièrement. Je pense qu'il distribue les places. Il dit, voilà, les métaphores, c'est là, les descriptions cristallines sont là. En fait, c'est le pendant de la description, souvent. Il y a tout un chapitre sur ça. J'ai une dernière question très rapide, mais sur ton usage du mot mythe, parce que j'ai un problème avec le mythe en ce moment. Non, en fait, juste, est-ce qu'on pourrait admettre ou pas, enfin, est-ce que tu es d'accord avec cette définition, du coup, qui serait une définition psychanalytique? Est-ce que le mythe, on peut dire que ça a une fonction unificatrice d'une identité ou pas? Parce que c'est marrant de le poser comme ça, tu vois, tu commences par dire... mais du coup, sans l'avoir théorisé, juste c'est l'usage que tu en fais, tu vois, du terme. Oui, il faut faire toujours très attention au mot qu'on emploie. Hein. Je n'apprendrai jamais cette leçon. Il y avait le mot historiole aussi. Hein, mais... Oui, bah non. La question, c'est est-ce que le mythe... Oui, en fait, ça donnait l'impression, quand tu as commencé, tu dis, voilà, tu pars d'un petit mot, vous avez peut-être faim, donc voilà, vous racontez quelque chose, donc et tu as cité beaucoup... Enfin, voilà. Et ce que vous racontez fait que vous vous situez dans un espace et un temps ici, voilà, à Paris 8, à telle fin de journée. Et plusieurs fois, tu as employé le mot mythe comme si c'était ce qui stabilisait ou ce qui unifiait, tu vois, quelqu'un.
quelque part. C'est intéressant parce que je l'ai pas du tout attrapé, je me suis pas entendu l'attraper en fait. Donc merci beaucoup de faire cette voix retour parce qu'en fait ça, ça pose la question de comment on s'inscrit comment la croyance en l'identité s'inscrit dans un mythe. Bon, merci, je ne me suis pas entendu en fait. Ok, Super, non, merci beaucoup. Moi non plus, j'ai pas entendu. Je me demande si c'est pas toi, Laureline. Qui l'aurait entendu. J'ai entendu une fois, je crois. Ouais, moi je l'ai. Ah oui. Une fois, mais juste une fois. Une fois, c'est sûr que je l'ai dit, puisque c'est le moment où je parle du mythe et de l'historiole. Et en vrai, je ne me suis pas entendu l'amener d'une manière où on pouvait entendre que ce petit mythe qu'on se raconte sur la fin et notre présence ici participe de l'identité. Ouais. Ok. Chouette, merci beaucoup. Mais je ne vais pas pouvoir t'aider avant dans ce mot de mythe. En tout cas, oui, c'est un peu dans le structuralisme qui revient souvent. Oui. Le mythe comme fondateur d'identité. Oui. Lévi-Strauss dit que dans la modernité, c'est l'idéologie qui remplit cette fonction, et ainsi de suite. Mais... Ouais. Ça, ouais. Et du coup, je suis d'accord, c'est plutôt. Oui. Bon, merci beaucoup. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous. Qui est parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté de la raison, ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur, pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas.